bonne année, évidemment. Tous mes voeux de sérénité, de paix, de réussite et de passion dans notre métier qui nous intéresse tant, la fiscalité. On va commencer par... donc cette loi de finances, on a un ADN, on a changé d'endroit, mais on n'a pas changé de style de conférence. On ne va pas faire uniquement les mesures qui vous intéressent, les mesures techniques de la loi de finances, même si celles qui vous concernent, on va évidemment les décliner. On va aussi prendre de la hauteur, faire de la prospective et aller un peu vers l'international. Donc nous aurons, dans l'ordre d'entrée des artistes, Nicolas Meurant pour la fiscalité individuelle, Alice de Massiac et Thomas Perrin pour l'impôt sur les sociétés. Éric Lesprit nous parlera des réformes en matière de prix de transfert. Vanessa Hérigoyen, elle, abordera les grandes réformes TVA, très peu sur les mesures de la loi de finances, mais les grandes réformes qui nous attendent en taxes indirectes. Et ensuite, nous irons avec Thierry Morgan aborder cette énorme réforme qui est la réforme de Pilier 2, alors plus dans le domaine d'ailleurs finanço-comptable que fiscal. Et nous terminerons avec Julien Pelfig, notre économiste associé prix de transfert, qui ira vers les grandes réformes internationales et la prospective. Alors, on a intitulé notre conférence « Est-ce que le cap des baisses d'impôts s'infléchit-il » Effectivement, on peut se le demander, parce que la situation ne va pas vers une grande volonté de baisser les impôts. Ça fait toujours du bien de se remettre les idées en place sur la situation budgétaire de la France. Là, vous avez depuis 2007 la ligne des dépenses, qui est la ligne gris clair sur la gauche, qui dépasse toujours, depuis 2007, la ligne des recettes. Et la projection d'équilibre se repose sur une ambition de croissance extrêmement optimiste. Donc on est loin d'être sûr qu'on atteigne cet équilibre budgétaire en 2027. Par ailleurs, l'endettement, lui, ne fait que s'envoler. Et de même, cette stabilisation de dette entre aujourd'hui et 2027 s'appuie sur des grandes hypothèses de croissance. Donc, on va avoir une dette, un refinancement extrêmement coûteux, plus une ambition évidemment de financer la transition climatique, qui selon le rapport Pisani-Ferry va nécessiter 30 milliards d'euros par an pour les prochaines 10 années. Donc, ça ne va pas être si simple que ça. L'autre fait intéressant dans l'aspect un petit peu économique et transition climatique de cette loi de finances, depuis 2 ans, il y a des annexes qui analysent l'impact environnemental des différents impôts. Vous avez des tableaux qui sont assez intéressants. On en a choisi 2 ici pour vous illustrer dans cette annexe qui est plus détaillée cette année que les années précédentes. On a l'impact environnemental, en fait, des grands impôts généralistes. À gauche, vous avez la CET et à droite, vous avez l'IS. Sur chaque tableau, plus on va vers la gauche, plus vous avez des entreprises qui sont les moins polluantes, qui émettent le moins de CO2. Et plus on va vers la droite, vous avez les entreprises les plus polluantes. Et vous voyez que la CET, alors que ça n'est pas du tout un objectif primaire de lutter contre la pollution, la CET augmente plus on est pollueur. Alors que l'IS, au contraire, on voit que les entreprises les plus polluantes payent le moins d'impôts. Et on peut, par exemple, expliquer ça par le fait que les grandes industries qui nécessitent beaucoup de capital, les aciéries, ne sont pas les plus performantes au niveau de la valeur ajoutée et de l'imposition. Et donc, ce qu'on peut penser, c'est que pour les prochaines lois de finances, l'impact environnemental sera de plus en plus étudié et peut-être que les nouvelles taxes auront une analyse préalable sur leur impact. Donc voilà les quelques mots d'introduction que je voulais partager avec vous. Je passe la parole à Nicolas Meurant pour la fiscalité individuelle. Merci Sophie, bonjour à tous et à toutes. Bien, en matière d'impôt sur le revenu, le paradoxe tient en 2 points. Il n'y aura pas cette année encore d'augmentation du taux d'imposition. En revanche, il y aura une augmentation forte des recettes fiscales. Alors,
on va essayer de décrypter comment on obtient l'un sans l'autre. La première chose, c'est que 46% des foyers payent l'impôt sur le revenu. Dans ceux qui payent l'impôt sur le revenu, 75% de l'IR est payé par les 10% des foyers, dernier décile, avec le plus de revenus. Et ce qui permet d'arriver à un exercice budgétaire assez incroyable, où quand on additionne l'impôt sur le revenu et la CSG-CRDS, on dépasse 200 milliards de revenus budgétés pour l'année en cours. La pression fiscale sur les contribuables particuliers est au maximum. Alors c'est encore la période des vœux, et on n'y croit pas trop, mais on espère quand même que ce que Sophie a rappelé ne va pas conduire quelqu'un à penser qu'il y aurait un trésor caché chez les contribuables les plus fortunés et qu'on pourrait encore augmenter. On est déjà au plus haut. Alors, comment on obtient ces résultats? Comment on obtient, quand on vote la loi de finances, de maintenir les taux d'impôt et d'accroître le rendement fiscal? Eh bien, décryptage toujours. On va passer en revue les trois éléments qui sont utilisés. Le premier, c'est la création d'interdictions législatives. Le second, ce sont l'augmentation des obligations déclaratives. Et puis, pour vérifier que ces obligations déclaratives et les autres ont été bien faites, l'accroissement des contrôles. Un très bel exemple d'interdiction législative concerne les contribuables qui sont aujourd'hui en règle avec la législation en matière d'impôt sur la fortune immobilière. Depuis la transmutation de l'ISF en IFI, et donc on est toujours en IFI, il n'y a pas de rétablissement de l'ISF, il y a une stabilité législative de ce point, eh bien on a vu fleurir les articles du Code général des impôts en matière d'IFI qui interdisent ceci, interdisent cela. Bon, le plus connu, c'est le prêt familial. Quand vous faites un prêt familial, vous ne pouvez pas déduire le prêt de la base de l'IFI. Ce que vient nous dire la loi de finances cette année, c'est que lorsqu'on a investi dans un bien immobilier au moyen d'une société, quelle que soit la nature de la société, qu'elle soit transparente ou qu'elle soit opaque, on ne pourra plus déduire les dettes qui figurent au passif de la société si on n'arrive pas à rattacher ces dettes à un actif immobilier imposable. Interdiction législative assez claire. Le second point n'intéresse pas que les particuliers, mais intéresse toutes les transactions immobilières qui sont faites au moyen de sociétés dédiées à l'immobilier. On exige à partir du 1er janvier que les actes et les déclarations portant sur des transactions immobilières intermédiaires au moyen de sociétés précisent si la société immobilière est transparente ou non. Transparente, c'est très simple, c'est les actionnaires restent les redevables de l'impôt ou c'est la société qui le devient. Elle précise qui a le droit de jouissance des immeubles. Pour la fiscalité des particuliers, c'est très clair. Ça intéresse l'IFI, ça intéresse les revenus immobiliers et ça intéresse aussi maintenant les multiples déclarations qui accompagnent la déclaration des revenus sur les patrimoines immobiliers, ce qui permet de revérifier que les taxes d'habitation, les taxes foncières et autres impositions annexes sont bien à jour. Et bien souvent, dans ces sociétés interposées, le cœur de la réflexion et de l'organisation patrimoniale est de savoir qui conserve les dettes de la société. Est-ce que c'est le cédant? Est-ce que c'est l'usufruitier? Est-ce que c'est le nu propriétaire? Est-ce que c'est le plein propriétaire? Eh bien là encore, il faudra préparer dans l'acte. Donc vous voyez,
c'est un dispositif déclaratif, pas forcément inamical en soi, mais bien évidemment, ces 3 points seront systématiquement vérifiés. Autre point sur les obligations déclaratives, et cette fois-ci beaucoup moins neutre. Vous vous souvenez de la saga de l'exit tax. Donc l'exit tax, c'est l'impôt qui est dû sur les plus-values latentes sur le portefeuille mobilier des contribuables qui quittent la France, qui deviennent non-résidents fiscaux de France. On a maintenant une règle assez bien établie. On sait qu'on peut partir notamment pour raisons professionnelles au sein de l'Union européenne sans avoir à acquitter l'exit tax. Mais il faut simplement lorsqu'on cède les titres dans une période de 3, 5 à 8 ans selon la date de départ, la législation et la jurisprudence ont varié, informer l'administration de ces cessions de titres. Ce que l'on voit aujourd'hui dans le cadre de la loi de finances, c'est qu'il y a maintenant une obligation finalement spontanée d'informer l'administration du suivi des biens en exit tax, donc des impôts qui ne sont pas payés, qui sont en sursis de paiement sur les plus-values. Si on ne le fait pas, si on ne perd pas dans les 30 jours, on doit payer immédiatement. Et donc on peut avoir à payer immédiatement un impôt sur des revenus latents, puisque l'exit tax, c'est sur des actions qu'on n'a pas encore vendues. Donc pas de déclaration au bon moment, impôt sur les plus-values exigibles. Autre schéma d'interdiction législative assez frappant. Dans le courant de l'année 2020, donc ça concerne le dispositif Dutreil. Et donc le dispositif Dutreil, c'est ce qui permet aux entrepreneurs, le plus souvent familiaux, mais ça peut être aussi des entrepreneurs qui sont actionnaires uniques, de transmettre l'entreprise sans avoir à céder l'entreprise pour que leurs héritiers payent les droits de succession. Et on passe d'un taux moyen d'imposition de droits de succession de l'ordre de 45% à 5% quand on est bien conseillé. Il y a donc beaucoup de contentieux, de contrôle sur la question, ça c'est assez logique, c'est assez normal. Et dans le courant de l'année 2023, les différents ordres de juridiction, donc la Chambre commerciale de la Cour de cassation et le Conseil d'État, étaient arrivés à peu près à un consensus sur le fait qu'on ne pouvait pas trouver dans la loi de raison pour exclure les locations meublées, qui ont donc en impôt sur le revenu un régime de revenu commercial. On ne pouvait pas légalement les exclure du dispositif Dutreil qui s'intéresse aux entreprises commerciales. Survient, et les défenseurs de la séparation des pouvoirs et de l'équilibre des pouvoirs pourront repartir avec un peu de mécontentement, survient un amendement durant le débat parlementaire, donc cette année c'était au Sénat, pour les raisons que vous avez suivies. Et donc la loi dit maintenant qu'à compter du 17 octobre 2023, les locations meublées sont exclues du dispositif Dutreil. C'était légal avant, c'était possible de le faire, les juridictions avaient validé que ça fonctionnait, et ça ne fonctionne plus. Et ça ne fonctionne plus 2 mois avant l'entrée en vigueur de la loi. Les recettes fiscales vont augmenter. Donc on interdit, on multiplie les obligations déclaratives, et puis, eh bien, on rend le contrôle systématique. Alors ça vous intéresse particulièrement dans les grandes entreprises, puisque en avril 2023, Bercy, après avoir commencé dans beaucoup de dossiers, mais en avril 2023, Bercy a averti qu'il y aurait contrôle systématique sur les systèmes de rémunération et d'investissement des dirigeants des grandes sociétés. Et ces contrôles sont des contrôles
précis. C'est-à-dire qu'en fonction des systèmes qui sont utilisés dans la société, le contrôle porte sur l'historique des stock options quand vous avez des stock options, des actions gratuites quand vous avez des actions gratuites. Comme je suis au pupitre, je ne dirai rien des BSA, des actions ratchet et autres instruments plus sophistiqués. Que prévoit la loi de finances ? Eh bien, elle prévoit d'ajouter une peine complémentaire. Alors là, cette fois-ci, on n'est plus dans le contrôle, on est dans le redressement, et on est dans le redressement le plus grave, puisqu'il y a fraude fiscale. Là, on est quand même dans une situation très, très grave et très sérieuse. Les peines, donc, sont soit celles de la fraude, soit de la fraude aggravée. Et on y ajoute des peines complémentaires qui sont la privation du droit au crédit d'impôt, aussi bien pour l'impôt sur le revenu que pour l'impôt sur la fortune. Et la manifestation, elle est quand même assez claire. Faites bien vos obligations déclaratives, défendez-vous bien, mais ne fraudez pas. Et pour être sûr que le contrôle se poursuive bien, systématiquement, et pérenniser le système de rémunération des aviseurs fiscaux. Je ne vais pas vous dire combien ils sont rémunérés, je vais juste rappeler que leurs rémunérations sont normalement imposables, et donc, évidemment, les champs d'intervention sont les champs professionnels dans lesquels nous conseillons. Nous conseillons pour faire bien et pour faire conformément à la loi. Mais les aviseurs, eux, avisent pour toucher de l'argent et qu'il y ait des contrôles. Donc ils avisent, il y a des contrôles et il faut les défendre. Donc ça concerne les problématiques de domiciliation fiscale. Vous savez que la domiciliation fiscale, ce n'est pas toujours si simple, surtout quand il y a beaucoup de télétravail et des responsabilités mondiales pour des cadres dirigeants. Effectivement, des opérations assez classiques en matière d'impôt sur le revenu. On a l'obligation de déclarer les comptes bancaires à l'étranger, très bien. Quand on opère via des trusts, il faut le dire aussi. Et puis les contrats de capitalisation, pourquoi il y a beaucoup d'intérêt sur les contrats de capitalisation ? Parce que depuis 3 lois de finances, les obligations déclaratives sur les contrats de capitalisation sont renforcées chaque année. Donc on voit bien la boucle, finalement, est bouclée. Donc, pour se résumer, il n'y a pas d'augmentation des taux et on s'en réjouit. Pour autant, il faut s'adapter. Il faut s'adapter aux interdictions législatives. On a des situations dans lesquelles on était complètement en conformité avec la loi au 1er janvier 2023 et on ne l'est plus au 31 décembre 2023 grâce à la petite rétroactivité fiscale sur laquelle je ne reviendrai pas. Il y a l'augmentation des obligations déclaratives, et c'est toujours utile de se poser la question sur l'ensemble des opérations rémunératoire et patrimoniale, est-ce qu'on est bien à jour de ces obligations déclaratives, puisqu'évidemment ces deux aspects-là, interdiction législative et obligation déclarative, c'est ce qui va servir très facilement au service de contrôle pour redresser. Si on n'a pas déclaré, on est forcément dans une situation plus faible. Et une fois qu'on a déclaré, une fois qu'on a bien fait les choses, on documente, et on se prépare, parce qu'il y aura des contrôles. L'administration le veut, et le rendement fiscal pour le budget de la nation en 2024, pas dans 6 ans, l'exige. Donc voilà pour cette nouvelle année du côté des particuliers. J'espère que Alice de Massiac, côté fiscalité des entreprises, a des choses plus enjouées à partager avec nous. Tout est un peu similaire en impôt sur les sociétés. Alors pour les entreprises, dans le cadre de la loi de finances, de la même façon que ce qu'a évoqué Nicolas, il n'y a pas d'augmentation généralisée des impositions. En revanche, pour pouvoir faire face et à la transition énergétique et puis à l'équilibre du budget, il y a quand même la mise en place de taxes sectorielles, la prorogation de taxes sectorielles ou alors le décalage de disparition de certains impôts.
Le souci énergétique est quand même au cœur de la législation, puisque afin de favoriser l'énergie renouvelable et la réindustrialisation en France, un nouveau crédit d'impôt a été mis en place. Donc, si vous vous souvenez bien, l'année dernière, dans le cadre de la loi de finances, il avait été décidé de faire disparaître progressivement la CVAE. Donc, au 1er janvier 2023, le taux de la CVAE était divisé par 2. Et il était prévu au 1er janvier 2024 une disparition totale de la CVAE. En fait, il a été déjà annoncé cet été que pour des raisons budgétaires, parce que la CVAE, je ne sais pas si vous vous souvenez, ça rapporte aux alentours de 4 milliards d'euros par an à l'État français. Donc pour des raisons budgétaires, il a été décidé finalement de déplacer un petit peu la disparition de la CVAE. Donc la CVAE finir par disparaître, c'est ce qui est acté à nouveau dans la loi de finances, mais plus au 1er janvier 2024, ce sera au 1er janvier 2027. Donc il y a une réduction du taux de façon progressive. La première année, c'est-à-dire en 2024, ça diminue de 30% par rapport à 2023. Après, ça diminue de façon progressive. Et donc en 2026, la dernière année avant la disparition, le taux est très très limité puisque le taux maximal est de 0,09% de la valeur ajoutée. Donc c'est quand même assez limité. Alors il y a quand même un certain nombre de contribuables qui vont bénéficier d'une disparition totale de la CVAE au 1er janvier. Environ 300 000 entreprises. C'est celles qui étaient soumises à la cotisation minimale, alors d'un montant ridicule, hein, mais n'empêche qu'elles ne seront plus soumises à la CVAE. Par ailleurs, vous savez qu'il y a une petite taxe qui s'applique à la CVAE, qui permet de financer les chambres de commerce et d'industrie. Cette petite taxe, bien, en fait, pour que le montant des ressources affectées aux chambres de commerce et d'industrie, cette petite taxe est doublée en pourcentage pour arriver au même montant. Mais en fait, toute cette mécanique est exactement la même que celle que vous avez pu voir l'année dernière et l'année d'avant, dans le cadre de la réduction et la disparition qui était censée être opérationnelle au 1er janvier 2024. Pour que cette réduction progressive de la CVAE puisse bénéficier à l'ensemble des contribuables, y compris ceux qui sont plafonnés en fonction de la valeur ajoutée, eh bien, il y a également une réduction du taux de plafonnement de la valeur ajoutée. Donc, si vous vous souvenez bien, CVAE plus CFE, ça nous fait la contribution économique territoriale qui est plafonnée aujourd'hui, 2023, à un taux de 1,625%. Ce taux, il est réduit de façon progressive, corrélative en fait à la réduction de la CVAE, pour arriver au 1er janvier 2027 à un taux de 1,25%. Et comme vous m'avez bien suivi, comme au 1er janvier 2027, la CVAE n'existe plus, ce taux de plafonnement ne s'applique qu'à la CFE. Donc ça, c'était pour les taxes locales et donc un petit décalage qui permet à l'État d'obtenir un petit peu de ressources. Pour parler de la transition énergétique, donc en février 2023, le Premier ministre a dévoilé le plan Avenir Transport. Alors c'est un plan qui, dans l'objectif de décarboner la mobilité, prévoit d'investir d'ici à 2040 environ 100 milliards d'euros dans les transports et principalement dans le transport ferroviaire. Donc il faut bien financer cette transition et donc un des moyens qui a été trouvé dans le cadre de la loi de finances, c'est la mise en place d'une taxe sectorielle, une taxe qui s'applique qu'aux exploitants d'infrastructures de transport de longue distance. Donc c'est un terme un peu compliqué pour dire concrètement que ça s'applique aux exploitants d'aéroports et aux exploitants d'autoroutes. Donc cette nouvelle taxe, mise en place à partir du 1er janvier 2024, donc s'applique aux exploitants d'autoroutes et d'aéroports d'une certaine envergure, puisqu'en fait il faut réaliser un chiffre d'affaires qui est supérieur à 120 millions d'euros et avoir une profitabilité qui est supérieure à 10%. Une profitabilité moyenne. Donc cette profitabilité moyenne, elle est déterminée sur la base des profitabilités réalisées au cours des 7 derniers exercices. La rentabilité se déterminant comme étant le résultat net divisé par le chiffre d'affaires. Alors, il y a une petite subtilité, parce que pour déterminer cette moyenne, on prend les 7 années, mais on exclut les 2 années où les taux sont les plus hauts et les 2 années où les taux sont les plus bas. Donc vous voyez un petit exemple dans votre support où en fait sur les 7 années, une fois qu'on a enlevé les 2 taux les plus hauts et les 2 taux les plus bas, on se retrouve à prendre en considération que 3 taux. Donc on fait la moyenne de ces 3 taux et à partir du moment où on est supérieur à 10%, alors on rentre dans la mécanique de devoir payer un impôt complémentaire et donc cet impôt est égal à 4,6% du montant du chiffre d'affaires qui excède 120 millions d'euros, moins 120 millions d'euros, et c'est cette différence, dans l'exemple 130 millions d'euros, et c'est cette base sur laquelle on applique le 4,6%. Alors cette nouvelle
est régi par les mêmes règles que l'impôt sur les sociétés, c'est-à-dire que même système de paiement sous forme d'acompte, non déductible de la base soumise à l'impôt sur les sociétés, et ce sera également soumis sous forme d'acompte. À ce stade de la loi, il n'y a pas plus de détails sur les formalités, mais ça ressemblera a priori plutôt bien à l'impôt sur les sociétés. Donc ça, c'était la mise en place d'une taxe sectorielle spécifique pour financer le transport ferroviaire. Dans le cadre de la loi de finances, la France a choisi de retenir 4 filières d'activité liées en fait à la production de batteries, panneaux solaires, d'éoliennes et de chaleur. Donc lorsqu'un investissement a lieu dans une de ces 4 activités, alors les entreprises sont susceptibles de bénéficier d'un crédit d'impôt. La loi définit qu'est-ce que c'est que contribuer à la production. Concrètement, ça veut dire une entreprise qui produit un de ces équipements, c'est-à-dire panneaux solaires, éoliennes, etc., soit produit un composant essentiel à la production de ces équipements, ou alors, troisième sujet, qui participe à la transformation, valorisation de matières premières critiques utilisées pour la fabrication des composants des équipements ou des équipements en question. Donc, si je vous donne un exemple pratique pour, admettons, la filière batterie, ce n'est pas juste le producteur de la batterie qui va pouvoir rentrer dans le champ d'application de ce dispositif. Ça va être le producteur des batteries, mais des modules, également le producteur des cathodes, également le transformateur du lithium, le cas échéant. Ce crédit d'impôt donc ne bénéficiera pas à toutes les entreprises par ailleurs. Il y a un certain nombre de conditions qui devront être remplies par les entreprises. Donc on vous a listé là les conditions. On va retenir principalement l'entreprise devra être exemplaire. Exemplaire, c'est-à-dire qu'elle respecte ses obligations juridiques, fiscales, environnementales. Et surtout, c'est peut-être la condition clé, l'investissement qui va être financé par ce crédit d'impôt devra être exploité sur le territoire français pendant une période minimale de 5 ans. Donc, ceci est censé favoriser la réindustrialisation de la France au titre de ces 4 filières qui ont été choisies. Alors, pourquoi c'est ces 4 filières et pas toutes les autres qui étaient proposées par la Commission européenne? En fait, l'État a décidé comme ce crédit d'impôt est temporaire, puisqu'en fait, il ne concerne que les investissements qui sont agréés jusqu'au 31/12/2025, comme il est temporaire, la France a identifié en fait les industries les plus pérennes et celles déjà un peu matures et celles qui pouvaient réindustrialiser rapidement la France. Ce crédit d'impôt, en fait, comme il est un peu sensible, il est subordonné à l'obtention d'un agrément. Donc la demande d'agrément doit être préalable à tout investissement. Cette demande d'agrément doit être posée auprès du bureau des agréments, on va dire, somme toute classique. Si jamais il y a un projet j'ai oublié de dire quelque chose d'assez substantiel. En fait, ce qui est subventionné dans le cadre de ce crédit d'impôt, c'est toute dépense, que ce soit corporelle ou incorporelle, pour la production des industries, des activités en question. Et donc les dépenses, ça va être soit l'acquisition ou la fabrication d'éléments corporels, qui peuvent être donc terrain, construction, machine, mais également incorporels, qui peuvent être brevets, propriété intellectuelle, savoir-faire, tant que tous ces éléments ne sont pas acquis auprès d'une entreprise liée, bien évidemment pour éviter des abus. Dans le cadre de la demande d'agrément, le bureau des agréments va regarder le plan d'investissement produit par l'entreprise, va regarder si l'activité est éligible, c'est-à-dire une des 4 filières, et puis de façon plus détaillée, de façon précise si l'activité est éligible. Donc l'activité, la viabilité du plan d'investissement, c'est-à-dire qu'il va falloir produire des perspectives de ressources, de financement, de débouchés et de clients identifiés. Et bien évidemment, le bureau des agréments va ici également décider quels sont les investissements qui sont éligibles et enfin, quel est le taux du crédit d'impôt applicable à ces investissements. Alors le taux par principe est de 20% de l'investissement, du prix de revient net des éléments concernés, mais ce taux, en fonction de la taille de l'entreprise, plus elle est petite, plus le taux peut monter, et de la localisation des investissements, le taux peut aller jusqu'à 60%. Par entreprise, le montant global du crédit d'impôt est plafonné à 150 millions d'euros, mais de la même façon, en fonction de la localisation de l'investissement, ce montant peut aller jusqu'à 350 millions d'euros.
le montant global estimé par l'État français sur ce crédit d'impôt sur les 2 années, donc 2024-2025, est estimé aux alentours de 3 milliards d'euros. Et la date d'entrée en vigueur de ce dispositif est subordonnée. Alors donc il y a eu la loi, mais comme c'est dans le cadre d'un dispositif autorisé par la Commission européenne doit regarder le dispositif mis en place par la France et se prononcer sur la conformité de ce dispositif par rapport à la réglementation européenne des aides d'État. La Commission s'est prononcée lundi pour dire que c'était conforme. Donc maintenant, on attend un décret qui devrait arriver pour indiquer quelle est la date d'application de ce crédit d'impôt. Sachant que les demandes d'agrément pouvaient déjà être déposées depuis le 27 septembre 2023, date de connaissance du projet de loi de finances pour 2024. Voilà, je crois que je vous ai tout dit sur la tendance écologique de la loi de finances. On va rentrer dans des éléments un peu plus techniques. Oui, merci Alice. Donc, je vais vous parler plus précisément d'ajustements relatifs au régime des produits de participation. Donc, vous savez que à la suite de la jurisprudence Steria de 2015, la loi de finances rectificative pour 2015 a étendu la quote-part de frais et charges de 5%, que vous connaissez tous, aux distributions effectuées au sein des groupes intégrés, mais évidemment, et ça vous le savez, à un taux réduit de 1%. Sous la pression des principes communautaires et de l'eurocompatibilité, le taux de 1% a été également étendu à 2 cas de figure. Premier cas, aux participations d'une société intégrée dans une société européenne, une société établie dans l'Union européenne ou l'espace économique européen, pour être plus précis, sous réserve qu'elle soit soumise à un impôt équivalent à l'impôt sur les sociétés et qu'elle remplisse les conditions pour être membre d'un groupe intégré, finalement, comme si elle avait été établie en France. Ça, c'est le premier cas. Et en 2019, on a un deuxième ajustement. Donc une extension aux participations détenues cette fois par une société non intégrée dans ces mêmes sociétés européennes, dès lors que cette absence d'intégration ne résulte pas d'un choix, c'est-à-dire en fait qu'on a une renonciation volontaire à l'option pour le régime d'intégration fiscale. Donc en fait, c'est ce dernier point, donc la condition liée à l'absence de choix, qui a été jugée incompatible avec les principes communautaires dans 2 décisions dont vous avez sûrement entendu parler, vous les voyez à l'écran. Ce sont les décisions Manitou et Bricolage Investissement. Et finalement, le nouveau texte tire un peu les conséquences de cette non-conformité, corrige le tir, en fait, tout simplement en supprimant la condition liée à l'absence de choix de l'entreprise. Vous voyez, avant-après, on passe de 5% à 1%. C'est magique. Le nouveau texte procède également à une deuxième correction importante. En fait, il va rétablir le délai d'un exercice qui a existé avant 2015, avant qu'on réforme le régime d'intégration fiscale. Donc, en d'autres termes, à partir de maintenant, pour bénéficier de la quote-part au taux de 1%, il faudra que la société distributrice appartienne au groupe fiscal depuis plus d'un exercice. Donc là, on est dans le cas des sociétés françaises, membres de groupes français classiques, ou remplissent depuis plus d'un exercice les conditions d'appartenance au groupe. Et là, on est dans le cadre des participations dans des sociétés européennes. Enfin, et là on est sur des corrections pour des raisons évidentes de cohérence et anticiper un contentieux si on ne le faisait pas. La loi de finances vient également ajuster de façon totalement symétrique en fait le mécanisme de déduction de 99% qui est applicable cette fois aux produits de participation qui n'ouvrent pas droit au régime mère-fille. Voilà, ce mécanisme de neutralisation il va désormais s'appliquer aux dividendes reçus par des sociétés françaises intégrées ou non, quelle que soit la raison de cette non-intégration, en provenance de leur participation dans des filiales européennes, à partir du moment où, finalement, un peu comme exactement, même comme je viens d'en parler dans les cas précédents, ces filiales elles sont soumises à un impôt équivalent à l'IS et qu'elles remplissent depuis plus d'un exercice les conditions pour constituer un groupe si elles avaient été établies en France. Voilà, l'ensemble de ces mesures sera applicable pour les exercices à compter du 31 décembre 2023. Donc, on a essayé de vous synthétiser tout ça. C'est là où l'écran est utile. Donc, en synthèse, et on va commencer par les dividendes éligibles au régime mère-fille. Donc, comment se lit le tableau? Donc, en haut à l'horizontale, vous avez les différentes situations. Donc, on est sur les sociétés versantes.
Donc vous avez dans les colonnes 1 et 2 la situation de sociétés françaises intégrées, 3 filiales françaises non membres d'un groupe d'intégration fiscale cette fois, 4 et 5 des filiales membres de l'Union européenne qui remplissent les conditions pour être équivalentes si elles avaient été les conditions d'un groupe intégré si elles avaient été établies en France. Donc avec la colonne 4 depuis plus d'un exercice et la 5 moins d'un exercice, et enfin les filiales établies dans des États tiers à l'Union européenne. Et donc vous avez à la verticale les situations des sociétés bénéficiaires, françaises intégrées, françaises non intégrées, par choix ou par impossibilité. Donc qu'est-ce qu'on peut voir? On voit finalement aujourd'hui en régime de croisière, donc au-delà d'un exercice, vous serez systématiquement soumis au taux de 1%, sauf finalement dans 2 cas de figure. Évidemment, la colonne 6, les filiales établies dans un État tiers à l'Union européenne, et la situation, la colonne 3, les filiales françaises non membres d'un groupe d'intégration fiscale, avec évidemment, on peut anticiper, des discussions possibles sur un sujet de discrimination à un rebours dans les années qui viennent. Deuxième tableau de synthèse, on va aller un peu plus vite, donc c'est le même tableau, je reprends plat, mais on est cette fois sur les dividendes non éligibles n'ouvrant pas droit au régime mère-fille. Donc finalement, le seul changement, c'est la colonne 4, où on voit qu'on va bénéficier d'une neutralisation à 99%, finalement, quel que soit le profil de la société française, intégrée ou non intégrée, par choix ou par impossibilité. Très rapidement, toujours sur l'intégration fiscale, une dernière mesure d'assouplissement qui concerne cette fois les conditions d'appréciation du seuil de détention de 95%. Évidemment, pour être membre, vous le savez tous, pour être membre d'un périmètre d'intégration fiscale. Donc vous savez peut-être que pour encourager l'actionnariat salarié, on fait abstraction dans ce calcul, et ce n'est pas une option, dans le calcul de ce seuil, des titres qui sont distribués dans le cas de plans d'émission ou d'attribution d'actions aux salariés de l'entreprise dans la limite de 10% du capital de la société. En l'état actuel du droit, cette dérogation ne s'applique plus à compter de l'exercice au cours duquel le salarié cesse ses fonctions dans la société, même finalement dans le cas de plans globaux qui sont mis en place au niveau du groupe économique. Le nouveau dispositif là, qui vient d'être voté vient finalement assouplir cette conséquence un peu dure et va maintenir les modalités de calcul dérogatoires lorsque le salarié cesse ses fonctions pour rejoindre une autre société du groupe économique incluse dans le périmètre du plan d'émission ou d'attribution initiale. Voilà, cette mesure d'assouplissement est applicable à compter du 31 décembre 2023. Pour conclure sur cette première série de mesures relatives à la fiscalité des entreprises, on voulait également attirer votre attention sur un dernier article que vous voyez à l'écran, je vais pas le lire. Cet article il est intéressant parce qu'il remet sur le tapis l'idée d'un droit de contrôle renforcé des salariés concernant la politique fiscale de l'entreprise. Donc à ce stade, on n'a rien de vraiment concret en termes de mesures, puisque vous le voyez, le texte ne parle finalement que de la remise d'un rapport au Parlement à échéance fin 2024. Mais c'est quand même un signal assez fort. Je fais le parallèle avec ce qu'a évoqué Nicolas tout à l'heure sur les aviseurs, etc. C'est un signal assez fort et évidemment, ça va être un point à suivre dans l'environnement fiscal actuel. Non pas qu'on ne le suivait pas déjà, mais disons que ça va encore renforcer, mettre l'emphase sur le sujet. Voilà, et donc je pense que c'est une bonne transition, Eric, pour parler du sujet des prix de transfert, qui est toujours l'objet d'attention. Merci Thomas. Merci bien qui va avec, merci beaucoup. Et en effet, la loi de finances pour 2024 nous avait réservé un joli cadeau en 4 éléments en matière de prix de transfert. 3 qui portent sur des éléments de documentation et puis une mesure de fond. Mais avant d'ouvrir le cadeau, on arrache l'emballage, le papier cadeau, et vous voyez à l'écran, je ne vais pas le relire, mais un certain nombre d'éléments qui montrent qu'une fois encore, les prix de transfert sont vraiment considérés comme un vecteur de fraude
Et l'ambiance est vraiment dans la logique de modifier la législation en matière de prix de transfert pour lutter contre la fraude. Le premier élément en matière de documentation vise l'extension du champ des sociétés soumises à cette obligation documentaire en matière de prix de transfert. Vous savez que la logique aujourd'hui était que les sociétés dont le chiffre d'affaires ou l'actif brut est supérieur ou égal à 400 millions d'euros doivent tenir et présenter une documentation de prix de transfert dès le début du contrôle fiscal ou lorsque les sociétés appartiennent à un groupe qui comprend une société réunissant ces deux critères. À partir du 1er janvier 2024, les sociétés, le seuil diminue et les sociétés dont le chiffre d'affaires ou l'actif brut est supérieur ou égal à 150 millions d'euros entrent dans cette obligation documentaire. Et on voit qu'on change d'échelle parce que là, le profil des sociétés visées n'est plus tout à fait le même. On rentre dans une logique de sociétés qui sont plutôt petites, moyennes ou moyennes grosses, mais c'est plus du tout la même chose et donc une obligation qui sera sans doute beaucoup plus difficile à satisfaire pour cette catégorie ou ce profil de société. Deuxième élément portant sur la documentation, c'est la sanction de l'absence de tenue ou de présentation de cette documentation. Là encore, vous vous souvenez du jeu, cette documentation de prix de transfert doit être présentée des demandes du vérificateur. Et la logique est que si elle n'est pas présentée, le vérificateur est en possibilité d'adresser une mise en demeure. Et si la société vérifiée ne présente pas la documentation ou présente une documentation incomplète dans les 30 jours qui suivent cette mise en demeure, s'applique le plus haut niveau d'amende constitué par 0,5% des transactions qui sont couvertes ou qui auraient dû être couvertes par la documentation, ou 5% des rectifications qui sont notifiées et qui auraient donc dû être visées par cette documentation, ou avec un minimum de, jusqu'à présent, 10 000 euros. Ce seuil est désormais élevé à 50 000 euros par exercice pour lesquels la documentation n'est pas présentée. Ça fait réfléchir un peu plus. 10 000 euros, c'est effectivement pas très élevé. 50 000 euros x 3, on arrive à un montant qui est un petit peu plus élevé. Ça ne veut pas dire qu'il trouvera à s'appliquer systématiquement, mais on voit bien le signe, en tout cas, qui est adressé par l'administration et par le gouvernement. J'insiste pas plus sur ce point. C'est un petit peu plus consistant lorsqu'on regarde la mesure suivante, qui est un complément à l'article 57 et qui vise à renforcer l'opposabilité de la documentation. Et là encore, on voit qu'on change d'échelle. La documentation, elle n'est pas là simplement pour faire beau, elle va vraiment être un élément stratégique pour le vérificateur au cours de la vérification, puisque cet ajout à l'article 57 va permettre, pour moi, à mon analyse, un renversement de charge de la preuve, puisque toute différence entre la description par la documentation de prix de transfert et la réalité observée par le vérificateur dans la comptabilité et dans l'alias fiscal sera considérée comme constitutive d'un transfert de bénéfices. Donc ça laisse un haut pouvoir d'initiative, voire d'imagination au vérificateur, puisque vous en avez sans doute déjà l'expérience à l'occasion des contrôles. Les vérificateurs utilisent la documentation plutôt à charge, voire en essayant de l'interpréter ou de s'en livrer à une sorte d'exégèse pour l'utiliser à leur propre intérêt. Donc si on allie tout ce qu'on vient de se dire auparavant, présentation de documentation, renforcement de la sanction, et cette opposabilité plus facile par les vérificateurs, on voit que cette stratégie de documentation va devenir sans doute importante pour piloter la relation avec les vérificateurs, pour être en mesure d'être certain que cette documentation, elle est vraiment à la fois représentative de ce qu'on veut faire, et donc il faudra la lire très consciencieusement et s'assurer qu'elle ne peut pas être interprétée, mais aussi que ce qui a été décrit dans la documentation est effectivement mis en place puisque les vérificateurs auront la possibilité de s'appuyer avec tout confort, puisque ce sera un renversement de charge de la preuve, mission pour la société vérifiée, d'expliquer en quoi cette différence ne constitue pas un transfert de bénéfices. Or, on a tous l'expérience aussi d'une lecture un peu étonnante de la part de certains vérificateurs qui lisent la documentation, au hasard, un COS plus 5% par exemple, et qui se précipitent sur l'alias fiscal et constatent que le résultat fiscal déclaré ne correspond pas à ce COS plus 5 bête et méchant appliqué ou calculé par le vérificateur, parce qu'il existe un certain nombre de nuances, un certain nombre de choses qui peuvent venir atténuer,
par des déductions particulières, par un certain nombre de situations ou d'éléments spécifiques à prendre en compte. Donc clairement, un élément particulier auquel il faudra faire attention à partir de 2024. Dernier élément important aussi, et c'est sans doute le plat de résistance, c'est une sorte de copier-coller des recommandations de l'OCDE dans la loi française par la prise en compte de ces éléments de calcul des transferts d'actifs incorporels difficiles à valoriser. La logique, clairement, est de satisfaire l'administration dans son aversion à la prise en compte du risque. Par hypothèse, ce type d'opération, qui conduit à transférer un brevet, par exemple, ou un médicament en cours de développement ou d'élaboration, est toujours extrêmement difficile à valoriser et conduit les groupes à s'appuyer sur des éléments qui sont le plus précis possible, mais qui peuvent varier dans le temps par hypothèse. Or là, l'OCDE, et donc le législateur à son tour, offre à l'administration la possibilité de venir regarder l'histoire et, j'allais presque dire, de la réécrire ex post, puisque pendant les 6 années qui vont suivre ce transfert, le vérificateur va pouvoir examiner si les éléments de calcul retenus à l'époque s'avèrent en ligne avec la réalité observée, la réalité opérationnelle observée au cours de ces 5 années. Élément donc assez compliqué pour les administrations qui vont, pour les sociétés qui vont devoir présenter au vérificateur des documents précis, fiables. La législation prévoit, comme l'OCDE, un droit à l'erreur, si j'ose dire, une variation de 20% par rapport à la valorisation retenue lors de la réalisation de l'opération. Tant que vous êtes à l'intérieur de ces 20%, pas de difficulté. En revanche, dès que vous dépassez ces 20%, il s'agira d'expliquer pourquoi et en quoi ces éléments opérationnels n'ont pas pu être prévus lors de la réalisation de l'opération. C'est assez surprenant dans la mesure où on crée un certain nombre d'exceptions, vous le voyez sur le slide, avec à la fois un allongement du délai de reprise, normalement 3 ans habituel, porté à 6 ans pour permettre cet examen a posteriori, mais également une autre exception puisque le vérificateur va pouvoir, s'il le souhaite au cours de ces 6 années, revenir à plusieurs reprises sur cette transaction, alors que le principe en droit français est qu'une opération est examinée une fois, elle est sanctionnée ou elle est validée, et en tout cas, il n'est pas possible de revenir une nouvelle fois sur une opération qui a donc été déjà contrôlée. Là, la possibilité est offerte au vérificateur de revenir, pas seulement une fois, pas seulement 2, mais autant de fois qu'il le souhaite au cours de cette période de 6 ans qui suit la réalisation de l'opération. Donc une opération qui est clairement lourde. Certaines exceptions sont listées par le texte. On voit apparaître effectivement l'accord préalable sur prix de transfert qui offre cette sécurité si vous l'avez discuté avec la ou les administrations. Étonnamment, on ne voit pas apparaître une demande de rescrit par exemple qui aurait été délivrée par l'administration. Est-ce que c'est quelque chose qui sera étendu, accepté par l'administration ou est-ce que c'est une exclusion ferme? Le texte ne le dit pas encore, mais c'est assez surprenant en tout cas. Voilà pour ce paquet cadeau un peu empoisonné finalement offert en toute fin d'année. Je ne sais pas si tu as des choses plus réjouissantes à nous apporter en matière de TVA, mais ce n'est pas sûr. Je vais avoir un cadeau, moi, en fait, un seul. Pour ce qui concerne la TVA, j'ai choisi de vous épargner les mesures de niche qui sont prévues par la loi de finances, telles que le régime de TVA de la part hôtellerie, la taxation des activités de dropshipping, ou également les mesures favorables aux activités hippiques, en me disant qu'ils n'étaient pas forcément concernés. Donc j'ai plutôt choisi de me concentrer dans un premier temps sur un point qui est le cadeau, puisque c'est ce que vous n'allez pas avoir à faire en 2024. Donc en 2024, vous n'aurez pas l'obligation de mettre en place la facturation électronique. On en a parlé, et bien c'est encore décalé. Voilà. Donc on a gagné, si j'ose dire, 18 mois ou 2 ans. La loi de finances pour 2024 a en effet fixé un nouveau calendrier pour la mise en place de la facturation électronique, comme ça avait été annoncé pendant l'été. Donc, les obligations de réception des factures électroniques, qui étaient initialement prévues pour juillet 2024, sont décalées au 1er septembre 2026 pour tous les assujettis. L'obligation d'émission
des factures électroniques et l'obligation de transmission des données de facturation sont également décalées au 1er septembre 2026 pour les grandes entreprises, les membres d'un assujetti unique et également les entreprises de taille intermédiaire, et au 1er septembre 2027 pour les petites et les moyennes entreprises et les micro-entreprises. Alors, ce nouveau calendrier est également, il a également été prévu qu'elle pouvait encore être décalée en fait de 3 mois au plus, et ça par décret. Mais en tout état de cause, on peut imaginer que cette fois-ci, 2027 sera la deadline définitive pour la mise en place de la facturation électronique au niveau français. Alors, est-ce que ça veut dire qu'effectivement, ce chantier doit être mis de côté, puisqu'effectivement, il y a ce décalage? Alors, je ne le crois pas. Alors, je ne le crois pas. Pourquoi? Parce qu'effectivement, ce qu'on assiste, c'est à une véritable lame de fond de cette généralisation de la facturation électronique, de l'Allemagne au Mexique, en passant par la Chine et à la Pologne. On voit bien que la plupart des pays passent par cette généralisation pas de l'autoliquidation, cette généralisation de la facturation électronique. Donc, à mon sens, c'est le moment justement de réfléchir plutôt à une solution globale qui va permettre de définir en fait un socle commun à la fois des données, mais également des systèmes d'archivage, pour qu'on puisse s'appliquer finalement les différentes spécifications qui sont techniques et légales des différents pays dans lesquels vous intervenez. Donc l'idée, c'est plutôt de profiter de ce temps-là pour réfléchir à quelque chose de plus global qui permettra effectivement d'avoir une généralisation plus facile. En 2024, un autre point qu'on a attendu, mais finalement la mesure est supprimée, il va falloir surveiller les possibilités d'extension du groupe TVA aux entreprises qui sont intégralement taxables à la TVA. Alors, pour mémoire, la constitution d'un groupe TVA permet de neutraliser la taxation à la TVA des opérations qui sont réalisées entre les membres du groupe. Alors, ces flux sont considérés comme non taxables pour la taxe sur les salaires, donc le corollaire, c'est que ça augmente nécessairement l'exposition des membres du groupe à la taxe sur les salaires, sachant que cette taxe, c'est en gros 10 à 15% des rémunérations qui sont versées. Alors, compte tenu de cette conséquence en matière de taxe sur les salaires, ce groupe TVA était jusqu'à présent, n'avait d'intérêt finalement que pour les entreprises qui étaient exonérées TVA ou qui avaient des flux exonérés TVA, puisqu'ils étaient déjà exposés à la taxe sur les salaires. Donc, en pratique, c'était essentiellement le secteur financier qui était concerné. La loi de financement pour la sécurité sociale avait prévu une exonération de taxes sur les salaires pour justement les membres d'un groupe TVA qui, en pratique, étaient taxables à la TVA et qui se retrouvaient normalement, si ces flux n'avaient été pas réalisés au sein du groupe, exonérés de taxes sur les salaires. La problématique, c'est que cette règle qui était intéressante en fait, pour les opérateurs redevables à 100% de la TVA pour pouvoir mettre en place un groupe a été censurée par le Conseil constitutionnel, simplement parce qu'il a été considéré que ce n'était pas le bon véhicule pour pouvoir mettre en place cette nouvelle exonération. Donc, on sait que l'administration et que la France souhaitent ouvrir l'application en fait, du groupe TVA aux opérateurs qui récupèrent, qui sont taxables à 100% à la TVA parce que ça leur permettra d'être conformes à la réglementation européenne, mais également d'offrir un nouvel outil de gestion de la TVA. Donc on s'attend à ce que cette mesure soit reprise et il faut suivre au cours de 2024 effectivement la mise en place de cette exonération. Alors en 2024, il y a une chose que vous allez commencer à faire et qui est importante et qui change un petit peu, c'est la mise en place du mécanisme d'ajustement carbone aux frontières. Donc, qu'est-ce que ce MACF ou CBAM ou encore taxe carbone? Alors, ce n'est pas qu'une série Canal+, c'est également en fait une réglementation qui a pour objectif d'aligner le prix du carbone qui est acquitté sur l'acier, l'aluminium, les engrais azotés, l'hydrogène, le ciment et l'électricité. Donc d'aligner le prix carbone qui est payé sur ces produits-là par les producteurs européens avec celui qui devrait être payé pour des marchandises similaires qui sont importées depuis des pays tiers.
L'objectif, c'est quoi? C'est de s'attaquer à la pollution qui est importée et de mettre sur un pied d'égalité les producteurs européens qui sont soumis à une réglementation climatique plus importante, plus contraignante, avec les concurrents étrangers qui, eux, sont fortement émetteurs de CO2, mais n'ont aucune contrainte énergétique, ou aucune ou très peu. Donc le MACF dont on parle en fait depuis 2019 est entré en application au 1er octobre 2023 pour une phase transitoire de 3 ans. Alors, c'est-à-dire qu'à compter du 1er octobre 2023, l'ensemble des importations qui sont réalisées de ces produits doivent être déclarées. Et cette première déclaration, donc de marchandises importées et d'émissions de CO2 qui y sont attachées, doit être réalisée pour le trimestre octobre, novembre et décembre 2023, à compter doit être déposée au plus tard le 31 janvier 2024. À partir de 2026, l'achat de certificats MACF sera obligatoire. Donc, pendant la phase transitoire, on est simplement sur une version déclarative. Il n'y a pas encore de droits qui sont attachés. Et en parallèle, les quotas gratuits qui étaient jusqu'à présent offerts aux producteurs européens vont être progressivement supprimés pour disparaître totalement à compter de 2034. Concrètement, on s'aperçoit que les importateurs concernés ne sont pas nécessairement prêts pour cette première déclaration et que cette déclaration, de manière générale, en fait, entraîne un certain nombre de difficultés pratiques. Bon, les premières difficultés sont effectivement d'identifier les produits qui vont être concernés. C'est la première difficulté. La deuxième difficulté, c'est d'être capable de rattacher à chacun de ces produits les émissions de CO2 qui sont réalisées nécessairement par des producteurs qui ne sont pas en France, et aussi avec certains avec lesquels on n'est même pas en contact, puisqu'on a souvent des intermédiaires et non pas un contact direct avec les producteurs. Donc ça impose de mettre en place des process particuliers, à la fois même juridiques, pour pouvoir récupérer ces informations-là auprès des producteurs. Et ensuite, on a aussi l'analyse de l'impact de cette taxe carbone qui ne va faire qu'augmenter, qui va être, donc le poids de la taxe carbone va être de plus en plus important d'ici 2036 sur la chaîne de valeur pour réfléchir finalement à des modifications des supply chains sur les produits concernés. Donc en pratique, aujourd'hui, vous n'avez certes aucun droit, aucun paiement qui vont être encore rattachés à ces déclarations, mais des sanctions vont pouvoir être appliquées par l'administration si on est en défaut de paiement. On comprend de l'administration douanière française que dans un premier temps, il va y avoir une espèce de tolérance, mais que cette tolérance, notamment poussée par la Commission, va pas perdurer jusqu'à 2026. Donc effectivement, il y a un vrai changement de process à mettre en place pour pouvoir remplir en fait ces obligations-là déclaratives à ce stade. Voilà pour la TVA. Je passe la parole à Thierry, et qui dit Thierry dit pilier 2. On va pas faire de TVA cette année, on va faire un peu de pilier 2 à la place. Facturation électronique, on arrête. On va faire pilier 2 à la place. Et pour le faire, on va... On va avoir un environnement qui a un petit peu évolué sur les derniers mois. Donc pilier 2, déclaration mondiale, les grands groupes, 15% d'impôt minimum par pays, etc. Tout ça, c'est connu quand même depuis un certain temps. Et tout ça sur la base des comptes consolidés, donc dans le référentiel comptable IFRS ou US GAAP ou French GAAP selon les groupes, mais massivement IFRS. Donc ça, tout ça, on connaissait tout ça plutôt bien en termes de principe en tout cas. Et puis finalement, ils ont mis en place, tous les États se sont dit c'est dommage que l'argent parte à l'étranger, au niveau du siège de la mer, donc on va essayer de le garder chez nous. Donc on va mettre pilier 2 en droit interne. Et ils l'ont tellement bien fait que finalement, pilier 2 va devenir une obligation de droit interne, déjà dans toute l'Union européenne, ça c'est acquis, parce que tous les textes sont maintenant sortis, à une ou deux exceptions, à part les 5 récalcitrants qui feront ça un peu plus tard, tous les textes sont sortis et tout le monde met en place, par exemple, pilier 2 en droit interne. Donc au lieu d'avoir une déclaration mondiale à faire au niveau d'une entité et à déposer une fois auprès de Bercy pour les groupes français, vous allez vous retrouver avec toutes vos filiales dans le monde qui vont devoir faire des déclarations de pilier 2 auprès de leurs autorités locales et de payer leur impôt pilier 2 auprès des autorités locales, lequel impôt vous exonérera de faire le travail en centrale. Donc on vient de switcher d'un truc mondial à faire à Paris pour l'essentiel, pour les grands groupes, vers une deuxième déclaration, en plus de la déclaration locale classique,
toutes vos filiales vont devoir faire une deuxième déclaration avec les chiffres pilier 2, et soit en IFRS, c'est là qu'on va commencer à rigoler, soit en IFRS, soit en norme locale. Parce que la norme comptable va être imposée par les pays. Beaucoup vont prendre, on espère, la norme comptable des comptes consolidés, comme ça on aura un ensemble un peu plus cohérent. Mais on en a quelques-uns, quelques petits irréductibles, suivez mon regard, qui prendront probablement les normes comptables locales, ce qui ne va pas manquer de susciter un certain nombre de problèmes, notamment quand ces normes comptables locales n'intègrent pas les impôts différés. Suivez mon regard une deuxième fois. Donc globalement, ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est qu'on va avoir, en fonction de l'environnement législatif, de vos pays d'implantation et de ce que le législateur va nous inventer dans les mois à venir, on verra après ce qui manque encore en termes de texte tout à l'heure, mais on va se retrouver dans plusieurs types de situations, avec soit des travaux à faire au niveau du groupe et des paiements au niveau du groupe, soit un transfert de ces obligations au niveau local, et dans certains cas, on va avoir les deux à faire. Si le texte français reste en l'état, par exemple, aujourd'hui, il ne qualifie pas de Qualifying Domestic Minimum Top-Up Tax au sens OCDE. Donc vous auriez, à partir de 2024, tiens, ça y est, on y est, hein, ça y est, vous auriez à partir de 2024 à faire potentiellement une déclaration pilier 2 en France, en appliquant, si vous le choisissez, puisqu'on a le choix aujourd'hui, le référentiel French Gap, mais comme ça ne qualifierait pas, potentiellement, il faudrait faire quand même la France dans la déclaration mondiale et en IFRS cette fois. Je ne vais pas rentrer dans les détails, on espère que tout ça va se nettoyer dans le BOFIP et va être réglé, mais pour l'instant, on est quand même dans un environnement qui n'est pas très simple. D'où, merci Vanessa, l'intérêt d'avoir supprimé la mise en œuvre de la facturation électronique tout de suite. De manière un peu plus large. L'objectif de pilier 2, tout le monde le sait maintenant, c'est pas de taxer les grandes entreprises, parce qu'il y a déjà de l'impôt, c'est de supprimer le dumping fiscal et d'éviter que les États continuent à baisser les taux d'impôt, comme on le voit depuis 20 ans, pour attirer les investissements et autres. Et ça a marché. Il n'y a plus de paradis fiscaux. Alors, il n'y a plus de paradis fiscaux, c'est peut-être un petit peu excessif, mais en tout cas, en matière d'impôt sur les sociétés, les juridictions très bien connues qui n'avaient pas d'impôt sur les sociétés, c'est fini. Les Bermudes ont mis en place un impôt sur les sociétés qui commencera au 1er janvier 2025. Les Émirats arabes unis, Dubaï, c'est pareil, à partir du 1er janvier 2024. Alors, on ne sait pas encore très bien comment ça marche, je crois, mais on a confiance que ça va marcher. Îles Caïmans, ils ont annoncé qu'ils le faisaient, Guernsey, Jersey, l'île de Man, tout le monde va mettre de l'impôt sur les sociétés et va, pour certains États, il y en avait déjà, mais ils vont le monter à 15%. Donc on peut dire qu'il y a une suppression, une réduction, voire une suppression quand même de ce qu'on appelait les paradis fiscaux, en tout cas pour les entreprises. En termes d'état des lieux un petit peu, de qui fait quoi, où est-ce qu'on en est, je ne vais pas les prendre un par un, bien évidemment, ça prendrait beaucoup trop de temps. Mais si on commence à droite, on a quand même deux grands absents dans le paysage, c'est les États-Unis et la Chine. Les États-Unis ont dit qu'ils feraient peut-être pile, enfin, de toute façon, les États-Unis, on sait qu'il faut attendre l'élection présidentielle, la majorité sénatoriale qui va en suivre. Si c'est les républicains, pilier 2 aura peut-être du plomb dans l'aile. Et si c'est les démocrates, il en aura peut-être aussi, mais un peu moins. Je laisserai Julien développer ça, donc je ne vais pas lui voler son vent. La deuxième partie à droite, bon, c'est l'Union européenne, et puis les quelques-uns qui étaient partis avant, les Anglais, qui, bon, au début de pilier 2, ils étaient encore Union européenne, donc ça va, au début des discussions en tout cas, Anglais, Japon, Corée du Sud. Et après, c'est l'Union européenne. Donc là, pilier 2 applicable depuis la semaine dernière. Ensuite, on a ceux qui l'ont annoncé, les textes sont connus à peu près, ils ont dit qu'ils le feraient pour le 1er janvier 25. Donc on va retrouver tous nos petits Bermudes et autres, Hong Kong, Singapour, et puis les Suisses qui ont transféré, ils devaient faire en 2024, puis il y a un mois à peu près, ils nous ont dit « Ah, finalement, on va faire 25 ». Et puis il y a 15 jours, ils nous ont dit « Mais on va quand même faire la domestique tout de suite, au cas où il y aurait de l'argent à prendre ». Donc les Suisses aussi, ils continuent à nous casser un peu les pieds. Il y a les pays ensuite, le reste, qui a annoncé officiellement la mise en place de pilier 2, à partir de 2025, dans la majorité des cas, puisque on n'a pas encore de texte officiel, etc. Donc c'est des communiqués de presse et des interventions des ministres. Et puis il y a quand même un gros tronc commun qui, en théorie, a dit qu'ils allaient le faire, mais là c'est silence radio, il n'y a rien du tout. Et donc si on résume, on a l'Europe, c'est fait, ça y est. L'Asie, les gros pays en termes d'activité économique hors Chine, ça sera fait moitié 24, moitié 25. Et puis il y a deux énormes trucs alors l'Afrique, on va voir. Pour l'instant, il n'y a pas de son, pas d'image. Et l'Amérique latine, c'est pareil, pas de son, pas d'image. Donc, on va voir ce que ça va donner. De manière plus pragmatique encore maintenant, si on zoome, qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui se passe en ce moment et qu'est-ce qui va se passer sur l'année 2024 pour les entreprises?
Tout de suite, il y a la clôture, 23. Donc, pilier 2 applicable 1er janvier 24. Il y a, tout le monde le sait, une note à ajouter en annexe aux états financiers expliquant les enjeux de pilier 2. Si j'ai bien compris de tout ce que j'ai entendu avec beaucoup de gens dans la salle et puis d'autres, il ne va rien se passer. Donc, moi, je cherche les 2 milliards ou 4 milliards ou 6 milliards, je ne sais plus combien on cherche pour la France, mais je ne sais pas encore qui va les payer, mais j'ai l'impression que ce n'est pas les groupes français. Mais il faut quand même le faire. Il y a 2 sujets qui sont là beaucoup plus importants, par contre, en termes de travaux de clôture. Le premier, c'est le recensement de tous les attributs, ce qu'on appelle les attributs fiscaux, les pertes fiscales, les crédits d'impôt, ça on a un peu l'habitude, on les remonte et puis on sait à peu près ce qu'il y a. Ce que tout le monde avait oublié, c'est les intérêts non déductibles reportables en avant. Ça, je ne connais pas un groupe qui fasse qui a un reporting suivi annuellement où les filiales remontent tout ce qu'ils pourront déduire plus tard. Ce qu'on pourra déduire plus tard, c'est une différence temporaire, ça fait un impôt différé et ça vaut de l'argent dans pilier 2. Et si surtout à partir de 2024, quand on fait le taux effectif globe, donc si on est dans P2, on a raté les safe harbors pour faire le taux effectif, si on ne le met pas dans les calculs, votre taux effectif pilier 2 sera faux. Donc il faut le mettre en place et il faut commencer à le remonter dès maintenant. Deuxième étape, ce sera, donc ça c'est tout de suite, c'est avant que les comptes soient terminés. Deuxième étape, d'ici le 30 juin, il va falloir mettre, tout le monde se dit aussi, pilier 2, bon, on a le temps, la déclaration c'est là, 30 juin 26, dans 2 ans et demi. Mais dans 6 mois, il faut mettre un chiffre dans les comptes consolidés. Et les commissaires aux comptes vont dire, ok, vous me dites qu'il y a de l'impôt, c'est X, pourquoi? Ou vous me dites qu'il n'y en a pas, parce que personne ne va payer les 2 milliards ou les 4 ou les 6. Mais il va quand même falloir qu'on explique pourquoi il n'y en a pas à payer. Donc, il y a un process à mettre en place, il y a des choses à faire, et il va falloir être en mesure de calculer l'impôt pilier 2 pour vos groupes dans 6 mois. Et donc, on n'est plus dans 2 ans et demi, on est tout de suite. Donc, en termes de calendrier, ça va imposer un certain nombre de travaux à faire qu'on voit se mettre en place dans les groupes dans les semaines et les mois à venir. La deuxième partie de l'année, probablement, il y a le sujet majeur de la mise en œuvre, c'est est-ce qu'on bénéficie des clauses de sauvegarde ou est-ce qu'on n'en bénéficie pas? On va en bénéficier vous allez en bénéficier de manière très très large. Donc la partie préparation, clause de sauvegarde oui ou non, ce qui peut vous faire rater les clauses de sauvegarde, entre guillemets, c'est l'exceptionnel. C'est les choses qu'on voit pas, qu'on n'a pas pu anticiper, donc c'est pas dans les budgets. On est en France, on a un taux d'impôt de 25 si on n'a pas trop de patent box. Mais si vous faites une transaction interco, vous faites une cession, une fusion, un truc où vous allez dégager un gros résultat comptable sans impôt, et puis de toute façon le résultat comptable sera éliminé à la fin, parce que dans les comptes consolidés, ce sera éliminé. Pour pilier 2, on va le garder le résultat comptable pour le calcul des safe harbors. Donc vous allez les rater. Et ça veut dire qu'on apprendra uniquement en février 25, quand les comptes 2024 seront terminés, qu'on a raté les safe harbors et qu'il faut faire un bilan d'ouverture au 31/12/23 ou au 1er janvier 24. Et ça, pour les financiers, ça va être un cauchemar. Donc il y a un vrai travail d'anticipation, en tout cas de suivi de l'exceptionnel. Et comme toute opération exceptionnelle aujourd'hui, il y a toujours des travaux fiscaux, on regarde les enjeux en termes d'impôts courants, l'impact, blablabla. Il faut rajouter une ligne, et quid pilier 2, quid les safe harbors. Si on ne le fait pas, ça peut très bien se passer, je vous souhaite, ou on peut se rater et ça peut faire assez mal, surtout sur les gros pays en termes de volume. Et ensuite, 2025, un des enjeux sur lequel je passerai très peu de temps, mais ça va être le timing déclaratif. On n'a pas beaucoup de temps aujourd'hui, et puis on l'a déjà évoqué avec beaucoup d'entre vous, mais on ne va pas pouvoir continuer à laisser nos amis les Anglais déposer leur déclaration fiscale 2 ans après la clôture. Sinon, rectificatif P2 systématique. Pareil pour les Pays-Bas, pareil pour l'Allemagne, pareil pour l'Autriche. Donc tous les pays qui structurellement ont beaucoup de temps pour déposer leur déclaration nationale, ils vont venir, donc potentiellement on aura déposé pilier 2 avant, ils vont déposer leur déclaration locale après pilier 2, logique, compte tenu de leur délai, et si ça bouge de plus d'1 million d'euros, c'est-à-dire que dalle pour des groupes de votre taille, ouf, rectificative. Donc je ne crois pas que ce soit le bon process, en termes de principe même de mise en œuvre, donc il faut l'anticiper, il faut le gérer autrement, et donc il y a une phase de transformation probablement, groupe par groupe, oui ou non, peu importe, mais en tout cas ça se réfléchit, et si vous décidez d'engager cette phase, il faut les prévenir maintenant, parce que c'est dans 18 mois que ça va se jouer pour eux. Mi-25, il faudra qu'ils commencent à se dire, la déclaration, c'est pas dans encore un an, pardon, c'est dans les mois à venir. Qu'est-ce qu'on peut voir un tout petit peu au-delà, sans rentrer dans la partie stratégique de Julien? Déjà, il nous manque un beau FIP quand même sur pilier 2. Et là, je sens qu'on va avoir soit une très bonne, soit une très mauvaise surprise. On verra ce qu'il y a dans le beau FIP, comment c'est articulé, comment les 2-3 points qui sont fondamentalement contraires à ce que le CDE et tous les autres pays ont fait
Il y en a quand même 2 ou 3 dans la loi de finances sur pilier 2. Qu'est-ce qu'ils vont devenir? Est-ce qu'on les maintient? Est-ce que c'est une volonté politique d'aller contre l'OCDE sur ces sujets-là? Je ne crois pas. Donc est-ce que ça va être corrigé? J'espère. Mais sinon, voilà, on ne sait pas comment on va gérer, mais le BOFIP, c'est vraiment important. Le point d'en dessous, c'est les impôts différés pour les groupes qui vont faire pilier 2 en French Gap en France. Si on a de la QDMTT et que pour une raison X ou Y, elle se finit en French Gap, ben, vos impôts différés, il n'y en a pas. Donc si vous consommez vos pertes, ben, vous allez payer de l'impôt pilier 2. Enfin, c'est pas possible. Voilà, si on applique les textes en l'état aujourd'hui, c'est ce qui va se passer. Or, c'est pas possible. Le seul moyen de l'empêcher, c'est que les impôts différés rentrent dans le calcul quelque part. Mais s'ils ne sont pas dans vos comptes, il va quand même falloir les documenter d'une manière ou d'une autre. Et comme on est en French Gap, ce n'est pas ceux qui sont dans les comptes consolidés. Donc qu'est-ce que ça veut dire ce truc-là en termes de mise en place? Si l'État est vraiment brutal, il va vous dire, bah, attendez, en French Gap, on prend le plan compte avancé, vous avez le droit de mettre les impôts différés. C'est vous qui ne voulez pas le faire. Vous ne le faites pas, c'est votre problème. Mais les textes comptables, ils vous autorisent à le faire, c'est à vous de vous débrouiller. Donc si la conclusion, c'est que vous passiez tous les impôts différés dans les comptes statutaires français, il y a un peu de chantier à mettre en place. Le point n'est pas tranché, donc on attend le BOFIP, on verra après. Mais c'est un point qui ne peut pas attendre, il ne peut pas sortir comme ça en octobre-novembre l'année prochaine, parce que là, tout le monde c'est un peu dur. L'histoire de refacturation aussi, il y a beaucoup d'environnements dans lesquels A paye à cause de B, le PIC va payer à cause du PID, je n'ai pas dit du PIB, donc, etc. Donc il y a beaucoup de situations où il y a besoin de pouvoir refacturer du pilier 2 entre entités, et surtout lorsqu'on a un holding, et puis des métiers en dessous qui ne se parlent pas, qui n'ont aucun lien d'actionnariat, et puis en plus avec des minoritaires dans les métiers en dessous. Je pense que vous voyez à peu près de quoi je parle. Dans ces situations-là, s'il y a un métier qui est là, qui doit payer de l'impôt parce que l'autre il a un impôt d'effectif dégueulasse, les minoritaires de celui-là, ils vont crier, surtout si le groupe est coté. Il y a un problème, ça ne marche pas, il y a un truc qui ne va pas. Comment ça se règle? Il faut pouvoir envoyer de l'argent de A à B, mais tant qu'on n'a pas de texte, surtout au niveau international, celui à qui on enverrait la facture, il n'a pas d'obligation juridique de payer. S'il paye, c'est un acte anormal de gestion, c'est un abus de droit, je ne sais pas comment ça se résout, mais en tout cas, ce serait quand même bien qu'il y ait un papier qui écrive qu'il a le droit de payer, puis que ce n'est pas taxable, pas déductible, ou que c'est taxable, enfin voilà. Mais qu'il y ait quelque chose qui se mette en place. Et ça, c'est à l'OCDE et au groupe de le faire. Et après, bon, il y a le sujet, c'est pareil, c'est toi qui disais tout à l'heure que c'était la fin d'année, mais le Père Noël est déjà passé. Donc les comptes statutaires en IFRS, dont je rêve depuis 15 ans, c'est pas pour tout de suite. Mais c'est à mon avis pour les entreprises un des sujets à pousser, supprimer les normes françaises, ce serait pas mal. Ou en tout cas avoir la possibilité, comme dans 99% des pays du monde, on est les seuls encore où on ne peut pas utiliser les IFRS. Partout ailleurs, on peut faire des comptes statutaires en IFRS. Il n'y a qu'en France où c'est interdit. Et pour des bonnes raisons sans doute. Pourquoi on est les seuls, je ne sais pas. Et ensuite, il y a l'enfant naturel de P2 qui nous attend pour la suite, BFIT. Il n'est pas encore l'enfant légitime, ça viendra j'espère. Pour l'instant, c'est l'enfant naturel à mon sens, mais ça, c'est Julien qui va vous l'expliquer. Oui, alors on va terminer cette conférence avec quelques éléments un peu plus prospectifs sur la fiscalité internationale future. Alors, ce n'est pas dans la loi de finances, mais c'est quand même un sujet plutôt 2024, parce que après 10 ans à entendre que la révolution fiscale était en marche, que le système actuel ne fonctionnait plus, qu'il fallait le changer et que vous allez voir ce que vous allez voir, là, il semblerait qu'il se passe vraiment quelque chose. On a entendu beaucoup de déclarations très satisfaites des politiques, mais sauf à vraiment faire très attention à tout ce qu'on écrit, c'est difficile de faire la part des choses entre la pure communication politique et puis les vraies réformes substantielles. Donc ce qu'on voulait faire là, c'est justement faire cet exercice et pour chaque grand élément de la réforme fiscale, vous donner notre avis sur l'état actuel des choses. Est-ce que ça va marcher ou pas? Et si ça marche, si c'est mis en œuvre, est-ce que c'est vraiment la révolution promise ou est-ce que c'est juste une amélioration un peu marginale? Voilà, alors peut-être pour commencer, quelques mots sur l'origine de la crise. Donc pourquoi, après 80 ans de bons et loyaux services, le régime fiscal, tout d'un coup, international, a été considéré comme inacceptable et devant être changé immédiatement? Alors évidemment, c'est un sujet compliqué, il y a plein de raisons. À mon avis, la raison la plus importante, c'est l'accroissement du poids économique des multinationales. Alors les multinationales, pendant très longtemps, c'était assez petit. Et puis à partir des années 80, à cause de la forme particulière de la mondialisation de l'économie, les multinationales ont cru énormément. Et aujourd'hui, les multinationales, c'est à peu près un tiers du PIB mondial. Si vous prenez les 100 plus grandes entités économiques mondiales, il y a
70 multinationales et 30 pays. Et en termes plus concrets, les multinationales, c'est à peu près 9 000 milliards par an de profit. Donc en gros, 2 000 milliards par an de revenus fiscaux pour les États. Et c'est 1,5 milliard d'investissements directs à l'étranger. Donc de construction d'usines, d'entrepôts, de centres de recherche, de choses comme ça. Et l'accroissement de la taille des multinationales, ça a eu pour effet de changer complètement le rapport de force entre les contribuables et les États. Alors, dans les années 60-70, les États étaient en monopole. Quand vous étiez une entreprise française, vous n'aviez pas le choix que de payer les impôts français. Aujourd'hui, la situation a changé. Les États sont en concurrence les uns contre les autres pour attirer les multinationales. Et les États sont en concurrence parce que tous veulent une plus grosse part du gâteau des 2 000 milliards de recettes et une plus grosse part du gâteau des investissements. Et cette concurrence fiscale, depuis les années 90, elle s'est beaucoup jouée sur la fiscalité. Donc l'exemple classique, c'est celui qui est présenté à droite de la slide, là, c'est le cas de l'Irlande. Donc l'Irlande avait un impôt sur les sociétés à 50% jusqu'au milieu des années 90. Ils ont baissé leur impôt autour des années 90 à 12,5%. Et donc ce que vous voyez, c'est les recettes fiscales. Donc on aurait pu se dire qu'en baissant les taux, les recettes fiscales allaient baisser. En fait, les recettes fiscales sont passées de 1%, 1,5% du PIB, ce qui est la moyenne européenne, à près de 5%. Donc les recettes ont complètement explosé. Les investissements ont explosé. L'Irlande, qui était dans les années 80, qui avait un PIB par habitant qui était 50% inférieur à celui de la Grande-Bretagne, aujourd'hui, le PIB par habitant est 2 fois supérieur à celui de la Grande-Bretagne. Donc la guerre fiscale, elle a eu des gagnants et des perdants, et les gagnants ont beaucoup gagné. Alors curieusement, ce truc qui est resté assez caché pendant très longtemps, c'est revenu à la surface à l'occasion de la crise de 2008, parce qu'à ce moment-là, les États avaient vraiment besoin d'argent, et ils se sont rendus compte, les pays riches se sont rendus compte qu'ils s'étaient fait beaucoup gruger par les pays, les paradis fiscaux, un certain nombre de pays qui ont joué le jeu de la concurrence fiscale. Et donc la réforme fiscale, il faut le comprendre de cette manière, c'est les pays riches, en particulier les pays européens, qui se réveillent et qui se disent il faut qu'on change les règles du jeu pour récupérer plus de profits et plus d'investissements. Alors pilier 2, ça se comprend exactement dans ces termes-là, c'est-à-dire que l'objectif de pilier 2, c'est de mettre un terme à la concurrence fiscale pour attirer la base fiscale. Pas les investissements, donc pas l'investissement physique, pas les usines, mais le profit et l'impôt sur les sociétés. Pilier 2, alors on nous dit que c'est arrêter la fraude fiscale, les multinationales, augmenter les impôts en France, etc. C'est pas du tout ça le sujet. Le sujet, c'est imposer un taux plancher minimum à tous les États pour pour que la guerre fiscale s'arrête. Et de ce point de vue-là, ce que disait Thierry, ça a très bien fonctionné. C'est-à-dire que tous les États, quasi tous les États, se sont mis à créer des impôts à 15%. Et donc ça, effectivement, ça met un terme. Le taux d'IS moyen, il est passé de 40% dans les années 80 à 20% aujourd'hui, donc mondial. Donc il y a eu une espèce de baisse continue. Et pilier 2, certainement, ça va mettre un terme à cette baisse. Donc en pratique, le résultat, c'est que ça va figer la situation. C'est-à-dire que les paradis fiscaux actuels vont conserver les investissements qu'ils ont, mais on ferme la possibilité à un nouveau pays. Si la Hongrie décide aujourd'hui de dire qu'elle aussi va rentrer dans le jeu des investissements en mettant un taux d'impôt à 2%, c'est plus possible. En fait, ce que ça fait, c'est que ça fige la situation à aujourd'hui du point de vue des investissements. Du point de vue des recettes, je vous ai mis là les estimations du FMI. La croissance prévue, c'est entre 5 et 7% des recettes d'IS. Donc c'est vraiment pas grand-chose. Les recettes d'IS, c'est en moyenne 10% des recettes publiques. Donc on parle d'un accroissement qui est très marginal et qui en plus va être capté, c'est un peu le triomphe du vice, il va être capté pour l'essentiel par les paradis fiscaux. Donc les Bahamas, qui ont récupéré beaucoup d'investissements jusqu'à maintenant, vont en plus récupérer de l'IS. Donc voilà le résultat de pilier 2, donc c'est un résultat efficace mais qui n'est pas complètement en ligne avec une idée de justice qu'on pourrait avoir. Et du point de vue des pays en développement, alors là c'est carrément honteux, puisque là c'est pareil, c'est le FMI qui regarde. La toute petite barre à gauche, c'est les recettes pour les pays en développement, c'est-à-dire c'est 0,2% du PIB en plus. Là où les besoins fiscaux pour eux, c'est plutôt à hauteur de 16% du PIB. Donc en fait, on n'est pas du tout en train de parler de révolution ou de justice fiscale, on est en train de parler de la France et l'Allemagne qui décident de récupérer plus de profits en limitant l'intérêt pour les entreprises de localiser du profit dans des paradis fiscaux. Et par ailleurs, le point important, c'est que ça ne concerne pas la concurrence qui est la plus importante, qui est la concurrence pour les investissements. Et celle-là, au contraire, va être de plus en plus intense, puisque on va passer d'un mode où la concurrence était réalisée par des baisses de taux d'IS à un mode où ça va être la guerre des subventions pour attirer les usines et les centres de recherche. Donc,
Alors, dans le court terme, pilier 2, on peut dire que ça va fonctionner. Le seul point d'interrogation, celui que soulignait Thierry, c'est l'élection américaine. Donc, les États-Unis n'ont pas encore adopté officiellement pilier 2 et des sénateurs américains, républicains, ont même déposé des propositions de loi pour dire que si les États-Unis ne l'adoptaient pas et que d'autres pays taxaient les multinationales américaines, enfin d'autres pays qui l'appliquaient taxaient les multinationales américaines via la règle UTPR, les US comptaient mettre en œuvre des mesures de rétorsion, genre des droits de douane sur le champagne et le fromage, quoi. Donc, étant donné que, en gros, 30% des multinationales qui sont visées par pilier 2 sont américaines, c'est sûr que si les États-Unis mettent un stop à pilier 2, c'est un gros problème. On ne sait pas ce qui va se passer. Mais bon, c'est un point d'interrogation, ce n'est pas encore fait. Donc si on estime que la règle va vraiment, les États-Unis vont finir par accepter et que pilier 2 va être mis en œuvre partout dans le monde, les conséquences les plus probables, c'est une augmentation tendancielle des taux d'IS. C'est-à-dire ce qui est l'objectif de pilier 2. Hein. Les taux d'IS ont baissé, la fiscalité du capital a baissé à cause de la concurrence fiscale. Si on met un plancher du taux d'impôt à 15%, l'intensité de la concurrence est bien inférieure et les États vont pouvoir remonter les taux. Donc c'est probablement ça la conséquence prévisible à moyen terme, avec en plus un autre développement possible sur faire en sorte d'utiliser pilier 2 pour également réduire les possibilités de concurrence pour attirer les investissements. Donc en gros, c'est une espèce de cartel quoi, sur les taux d'impôt, donc moins de concurrence et donc des taux d'impôt un peu plus élevés. Pilier 1, c'est un animal complètement différent. Alors c'est un peu difficile de savoir à quoi ça sert parce que l'objectif a beaucoup changé dans le temps. L'objectif était d'abord de créer une sorte d'établissement stable numérique pour que les pays européens puissent taxer les GAFA. Ensuite, c'est devenu quelque chose de beaucoup plus ambitieux pour le coup vraiment réformer les règles d'allocation de profit et en mettre un maximum dans les pays de consommation, qui sont par ailleurs les vieux pays riches. Aujourd'hui, il y a eu tellement de négociations qu'en réalité, ça ne sert plus à grand-chose. Hein. Vous avez là encore des travaux récents de chercheurs de PSE qui ont essayé d'évaluer l'impact de pilier 1. Bon, il y a en gros 95 milliards de profits à redistribuer, 16 milliards de revenus fiscaux additionnels qui vont être captés massivement par les US, la Chine et l'Europe, quoi. Donc, c'est-à-dire un résultat qui est complètement marginal comparativement à l'usine à gaz que c'est pour les entreprises, qui est même encore beaucoup plus importante que pilier 2. Donc, en réalité, la seule raison pour laquelle pilier 1 est encore sur la table, c'est les taxes sur les services numériques. Donc il y a beaucoup de pays qui ont mis en place des DST. Ça ennuie énormément les entreprises du numérique, notamment américaines. Et donc elles tiennent à ce que pilier 1 soit mis en œuvre parce que le deal, c'est pilier 1. Si pilier 1 est voté, les États s'engagent à supprimer leur DST. Donc c'est en fait la seule raison pour laquelle ce dispositif a encore un intérêt. Mais ce n'est pas du tout évident qu'il passe parce que sa mise en œuvre est très compliquée. Donc ça nécessite un nouvel accord multilatéral qui est toujours très compliqué à voter. Et même d'un point de vue politique de soutien à la mesure, c'est pas du tout certain, parce que bon, les États-Unis, qui seraient pourtant les grands gagnants, sont pas les républicains détestent pilier 1. Et par ailleurs, il y a beaucoup d'États qui gagnent, comme la Grande-Bretagne par exemple, qui gagnent plus avec la DST que ce qu'ils gagneraient avec pilier 1. Donc même d'un point de vue budgétaire, c'est pas du tout certain qu'il y ait une majorité d'États qui soient en faveur de pilier 1. Donc c'est un régime, pilier 1, ça ne sert plus à grand-chose, et c'est pas du tout certain qu'il y ait le soutien politique qui soit nécessaire pour imposer cette espèce de grosse usine à gaz. Donc, je suis assez mauvais en prévision, comme Sophie ne manque pas de me le répéter régulièrement, mais je pense quand même que ça passera pas. Donc voilà pour pilier 1, pilier 2. Alors, il y a un autre axe de réforme, enfin une autre force de réforme fiscale, c'est l'Europe. Alors, il y a pas mal de mesures fiscales qui ont été proposées par la Commission, avec tous des acronymes tous plus étranges les uns que les autres. Le seul qui est vraiment important, c'est BEFIT. Tous les autres, donc ceux qui doivent être votés pendant la législature actuelle, donc avant octobre 2024, c'est BEFIT, prix de transfert et HOT. Prix de transfert et HOT, c'est des mesures de simplification qui sont peu intéressantes. Le seul dispositif qui est vraiment ambitieux, c'est BEFIT. Alors BEFIT, qu'est-ce que c'est ? C'est Axis, c'est la 3e occurrence d'Axis. Donc vous vous rappelez que dans les années 90, la Commission européenne a essayé d'imposer un nouveau système d'allocation des droits à taxer à l'intérieur de l'Europe. Donc c'est la même chose c'est le même principe que pilier 1, c'est-à-dire que pilier 1 prévoit d'allouer du profit aux États de consommation. Axis était un peu plus mesuré, il voulait en mettre dans les pays de consommation, mais aussi dans les pays où il y avait des usines et dans les pays où il y avait des gens.
Bon, ça a été instruit pendant 10 ans, et à la fin, comme il faut l'unanimité des membres du Conseil des ministres, l'Irlande et la Belgique ont dit « nous, on ne vote pas », donc ça n'a même pas été soumis au vote. Donc ce truc, après 10 ans d'études, a été enterré. C'est refait surface en 2016, donc parce que, je ne sais pas, il y a des gens qui doivent beaucoup aimer ce projet-là, en distinguant 2 étapes successives, donc avec une espèce de packaging un petit peu différent, ça a aussi été enterré. Bon, et voilà, donc là, c'est la 3e résurgence d'Axis. Il y a exactement le même projet qui refait surface maintenant. Alors, le scope est un petit peu compliqué. Ce qu'il faut, il y a 2 choses qui sont intéressantes à souligner. La première, c'est que BEFIT suppose qu'on calcule un profit européen et ensuite qu'on l'alloue entre les États membres. Donc ce profit européen, il est calculé en suivant des règles qui sont un petit peu différentes de celles de Globe. Donc c'est vraiment hyper pratique pour les multinationales, c'est-à-dire que celles qui sont à la fois qui ont des opérations européennes et américaines vont devoir calculer des comptes statutaires, des comptes Globe et puis des comptes BEFIT pour l'Europe. Donc super. Ça c'est un des effets. L'autre aspect important du dispositif, c'est que le point contentieux, c'est la règle de partage, bien sûr. C'est-à-dire que l'harmonisation des règles de calcul de l'IS, tout le monde est plus ou moins d'accord, mais par contre, les règles de partage, l'Irlande, je pense, vivrait assez mal que tout d'un coup on divise par 10 ses recettes d'IS. Ils vont être obligés de fermer des hôpitaux. Donc le point contentieux, c'est comment est-ce qu'on partage. Et il n'y a encore pas eu de consensus sur les règles de partage. C'est-à-dire que quand vous regardez les commentaires qui ont été envoyés à la Commission, elles ne parlent que de ça, en gros, c'est comment est-ce qu'on partage. Et la Commission n'a pas réussi à se mettre d'accord. Donc ils ont dit dans BEFIT, on verra plus tard. Donc on se met d'accord sur le principe, et puis après, d'ici 2035, rassurez-vous, on trouve des règles de partage. Bon, donc est-ce que ça va marcher ? Alors c'est vrai que c'est la 3e fois qu'on essaye de voter ce truc qui a été refusé 2 fois, donc est-ce que vraiment ça peut marcher ? Le seul truc, c'est qu'effectivement, l'atmosphère a un petit peu changé, et aujourd'hui, il semblerait que les États soient davantage enclins à faire de la réforme fiscale. Après, ce n'est pas complètement certain que ça passe. Et, pour moi, il y a les 2 raisons qui rendent le projet un petit peu compliqué. C'est les différences avec Globe. Donc, c'est des espèces de 2 projets qui font la même chose, mais qui sont un peu différents les uns des autres. Donc, ça crée des incohérences et des complexités qui sont inextricables. Et puis, la question de la clé d'allocation. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez un gâteau et tout le monde doit se mettre d'accord sur le partage du gâteau, sachant que dans le nouveau partage, il y aura des gagnants et des perdants. Donc, comment est-ce que vous allez faire pour convaincre les perdants qu'ils ont quand même intérêt à signer ? C'est vraiment pas très simple en ce moment. Donc, voilà pour BEFIT. Si je conclue tout ça, alors est-ce que c'est vraiment la grosse révolution fiscale qu'on nous avait promis ? Alors moi, à mon avis, mais donc mes avis valent ce qu'ils valent, pilier 2, ça va marcher, pilier 1, ça va pas fonctionner, et BEFIT non plus. Donc le résultat, c'est, de votre point de vue, du point de vue des entreprises, la fiscalité de demain, elle ressemble beaucoup à celle d'hier, c'est juste que le poids de la compliance va être démultiplié. Du point de vue de l'économie internationale, le gros effet, c'est pilier 2 et la limitation de la concurrence fiscale pour attirer de la base. Mais ce n'est pas une réforme qui est radicale dans le sens où il va subsister une concurrence très aiguë pour attirer les investissements. La Suisse a déjà dit qu'elle allait reverser les recettes de pilier 2 sous forme de subventions. Il y a des guerres pour baisser les cotisations sociales. Donc la concurrence va rester là, simplement elle va prendre une autre forme. Et je dirais le point d'interrogation le plus important, c'est finalement le multilatéralisme. C'est-à-dire que autour de BEPS, la raison pour laquelle il y a eu une crise, c'est que les États étaient plus d'accord pour avoir un système commun à base de principe de pleine concurrence, d'établissement stable, etc. Et le risque principal, c'est que le désaccord conduise à une fragmentation du système fiscal et que donc chaque État se décide à taxer de son côté sans faire attention aux autres. Donc la seule question vraiment structurelle qui subsiste, c'est est-ce que pilier 2, ça suffit pour mettre tout le monde d'accord ? C'est-à-dire est-ce que tout le monde va être content avec pilier 2 et va signer pour continuer le multilatéralisme ? Ou est-ce qu'au contraire, ça va marquer la fin du multilatéralisme ?